Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo mais un peu spéciale puisque cette fois-ci je ne vais pas parler d'un album en particulier. Je vais faire une vidéo, je pense que ce sera la première d'une série consacrée à la presse BD. Donc je vais vous parler un petit peu des journaux qu'on peut trouver en maison de la presse ou en kiosque et vous dire ce que j'en pense, hein, si c'est intéressant, si ça vaut le coup de s'abonner ou pas, et puis ce qu'ils contiennent surtout, hein, donc, parce que le principe reste le même, je vais faire un unboxing de ces revues. Alors pour cette première vidéo, je vais parler de 3 revues. Alors j'ai choisi des revues dont le principe n'est pas de publier des BD proprement dites, mais d'en parler. Donc ce sont des revues d'études, des revues critiques, bon, qui à l'occasion publient quand même quelques planches, mais c'est pas leur pagination, c'est pas ce qu'il y a dans leur pagination principalement. Donc alors les 3 revues dont je vais parler successivement, je vais d'abord parler de la revue qui s'appelle DBD, qui commence à avoir un certain âge, hein, puisque le numéro que j'ai trouvé en maison de la presse, là c'est le numéro 155 quand même. Je vais parler ensuite, je crois, de l'une des revues aussi les plus connues, qui s'appelle Casemat. Alors pareil, elle commence à avoir un certain âge, numéro 149. Et je vais finir par une revue qui s'appelle Les Cahiers de la BD, alors qu'on peut penser jeune, puisque là il s'agit du numéro 15, mais en fait je vais vous expliquer qu'elle est beaucoup plus ancienne que ça, cette revue. Voilà, donc on va commencer tout de suite, c'est unboxing, hein, donc j'ai dit par DBD. Alors on commence donc cette revue de presse par DBD, donc sous-titré L'actualité de toute la bande dessinée. Alors DBD, c'est une revue qui a été fondée par Frédéric Bosser, hein, qui est très impliqué dans la vie de la BD francophone, hein. Alors au départ, c'était on va dire un MOOC, c'est-à-dire un mélange de magazines et de livres, qui n'était accessible que sur souscription et qui avait une formule assez particulière, puisque ceux qui souscrivaient recevaient leur magazine en 2 parties. Il y avait tout d'abord une partie qui était cartonnée, qui correspondait à un gros dossier très richement illustré sur un auteur en particulier. Et il y avait une deuxième partie, alors qui était cette fois-ci au format souple, hein, qui correspondait à la partie magazine, proprement dit. Alors c'est une formule qui a eu relativement de succès, hein. D'ailleurs il y a certains numéros maintenant qui sont recherchés, hein, qui sont même cotés. Et ce qui est assez rare, hein, quand même, pour des revues et des magazines de bande dessinée. Et puis au bout d'un moment, eh bien la formule a changé et s'est rapprochée d'un format plus classique, hein, qu'on trouve en maison de la presse, hein, et c'est le format actuel, donc DBD. Donc Frédéric Bosser, il est très actif, hein, puisqu'il n'a pas que cette revue à son actif, il a aussi 2 autres revues, alors une qui commence à être ancienne aussi, qui s'appelle L'Immanquable, dont je parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. L'Immanquable, c'est une revue, alors là, dont le but est clairement de faire de la prépublication de différents éditeurs. Et puis, il y a une revue, on va dire, un peu plus intello, qu'il a lancée il y a pas très très longtemps, hein, il y a quelques années, qui s'appelle Les Arts dessinés, alors qui s'intéresse au dessin sous toutes ses formes, hein. C'est pas forcément seulement consacré à la BD, mais c'est quand même principalement la BD. On va ouvrir ce numéro. Alors, pour info, là, c'est le numéro de juillet-août 2021. C'est pas ce qu'on peut appeler un numéro double, hein, parce que bon, la pagination n'est pas si élevée que ça. Par contre, le prix a augmenté, hein, puisque là, il s'agit de 10 € qu'il faut débourser pour ce numéro. Voilà. Donc, j'ouvre. Alors, justement, il y a une publicité pour un hors-série de l'autre revue de Frédéric Bosser, L'Immanquable. Ils font des hors-séries un peu chauds tous les étés. Donc on commence par l'éditorial de Frédéric Bosser. Bon, le sommaire. Bon, les anciens numéros. Alors, je vais quand même dans ces vidéos m'intéresser aux abonnements. Est-ce que c'est intéressant de s'abonner? Ici, il y a
annoncé 25% de réduction, avec un cadeau. Alors le cadeau du mois, ça peut être un hors-série, ou s'il en reste, le tome 2 de la série Black Squaw. Mais bon, vous avez plus de chances d'avoir un hors-série, puisque apparemment c'est limité à 50 exemplaires, hein. Donc s'il y a beaucoup d'abonnés, vous passez à côté de la BD, c'est dommage. Alors on commence par la rubrique des news, hein, les actualités, hein, bon, la rubrique classique, hein, s'il en est. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de rubrique, hein, c'est pratiquement incontournable, hein, ce genre de rubrique dans un magazine d'actualité. Voilà. Donc là encore, bah, c'est pour acheter les anciens numéros. Donc voilà la première version dont je vous parlais. Il y avait un dossier comme ça cartonné sur un auteur donné. Donc là par exemple sur Book, là sur Zep, là sur Harleston, etc. Et ça c'est quand le magazine est passé à sa forme plus classique qui est celle qu'il a actuellement. Donc on passe bien à la partie magazine. Donc ici bah, c'est Frédéric Bosser d'ailleurs qui signe l'article sur Nicolas Debon. Bah, c'est un album qui est à paraître, hein, qui s'appelle Marathon. Bon, je suis pas très fan du dessin. Bon, enfin l'interview est relativement intéressante. Alors je dis que ça apparaît, non apparemment c'est disponible, mais je l'ai pas vu en librairie, tiens. Ensuite, ben on continue sur une autre interview de Laurent Bonneau, qui vient de sortir un album avec Jim, qui s'appelle L'étreinte, un gros roman graphique. Alors je trouve le dessin assez réussi, mais par contre je suis absolument pas fan des couleurs. Je trouve que, à la limite, j'aurais préféré un dessin en noir et blanc plutôt que d'avoir ces couleurs-là. Bon. Je suis assez souvent déçu par les couleurs des albums qui sortent actuellement. Je ne sais pas comment ça se fait. Ensuite, une autre interview de Théa Rogeman, je ne sais pas comment on dit, sur un BD qui s'appelle Le Grand Silence. Alors qu'il y a un dessin assez particulier, un dessin de Sandrine Revel. Un dessin un peu naïf, hein. Bon, là, les couleurs sont assez réussies, je trouve. C'est sorti chez Glénat. Alors ensuite, il y a une grande... grande enquête, entre guillemets, de spécialité, leur coup de cœur au magazine de la rentrée. Alors bon, moi je trouve qu'ils ont des goûts assez particuliers, j'y reviendrai, parce que parmi leurs coups de cœur, il n'y en a pas beaucoup qui me tentent en fait. Alors je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais on commence par une interview du dessinateur Auriol. Alors qui a créé une BD bon, qui s'inspire plus ou moins de Belphégor, enfin bon, c'est une inspiration lointaine, hein, qui s'appelle L'Or du Temps, un premier tome, scénarisé par Rodolphe. Bon, faut voir. Le dessin, c'est un peu perplexe. Il faut aimer. C'est très clinquant, en tout cas les couleurs. Ensuite, on passe à Apollo, qui est interviewé par Frédéric Bosser. Là, il s'agit d'une histoire qui s'appelle La Désolation, de quelqu'un qui part subitement, qui abandonne tout pour partir brutalement sur un cargo qui va dans les mers glacées d'Antarctique. C'est assez intéressant, la preview qui est donnée là m'a donné un petit peu envie. Le dessin me fait lointainement penser à du Charles Burns, mais très lointainement. Il y a beaucoup de récitatifs, hein, vous voyez, mais ça se lit assez bien. Il y a des pages assez complètement muettes aussi, hein, donc c'est pas trop pesant à lire. Et c'est assez intéressant, on se demande ce qui va lui arriver
à cet homme. Ensuite, une interview encore de Frédéric Bosser de Grégory Panaccion, je ne sais pas comment on prononce. Quelqu'un à qui parler, c'est son album qui va sortir aux éditions du Lombard à la fin du mois d'août. Ça a l'air assez spécial. Hein. Le dessin est très expressif, je trouve, mais bon, je ne suis pas persuadé de l'intérêt de l'histoire. Enfin, je me trompe peut-être. Hein. Mais le dessin, j'aime bien. Ensuite, toujours Frédéric Bosser qui interview Olivier Jouvray, alors qui sort un album, alors il est au scénario, Olivier Jouvray, qui sort un album consacré au célèbre mercenaire Bob Denard. Ça s'appelle Bob Denard, le dernier mercenaire. Et c'est dessiné par quelqu'un que je ne connais pas, une dessinatrice, Lila Cognier, qui a un trait un peu naïf, je trouve. C'est colorié, c'est du crayon de couleur, ça, je ne suis pas sûr. Ou alors c'est fait sur ordinateur avec un effet particulier. Ça rend assez bien. Bon, après, l'histoire en elle-même, ça m'a pas trop accroché. Ensuite, Frédéric Bosser, toujours, interview Vincent Mallier, un dessinateur déjà assez installé dans le milieu de la BD, qui va sortir donc fin août, le premier tome d'une histoire qui s'appelle Ténébreuse, je crois qui est prévu en 2 tomes, et qui est scénarisé par Hubert, qui est décédé assez récemment, mais apparemment ça n'empêche pas des BD qu'il crédite de sortir, puisqu'il y en a plusieurs. Il avait apparemment, avant de mourir, déjà plusieurs scénarios qui étaient développés. Alors ça me tente assez, ça. Le dessin de Vincent Mallier, je connais bien. Il est connu principalement pour sa série Le Grand Mort, qu'il a créé avec Loisel. Et là, c'est assez intriguant. Ensuite, une interview de Sylvain Bauduret, qui sort un album qui s'appelle Voltaire et Newton, alors qui est consacré aux célèbres personnalités, Voltaire, l'écrivain, et Newton, le scientifique, qui en vrai, je pense, ne se sont jamais rencontrés, mais bon, peu importe. Alors c'est assez bizarre, puisqu'ils ont choisi de traiter ça sous forme de BD animalière. Je n'ai pas très bien compris l'intérêt. Si on regarde les planches comme ça rapidement, on pourrait presque penser que c'est un nouveau 2Cap et 2 Crocs, si on ne fait pas trop attention. Je ne sais pas si c'est voulu. Alors d'ailleurs, ça paraît chez le même éditeur, chez Delcourt. Bon, après, faut voir, c'est à voir. J'ai rien à dire sur le dessin, il est assez réussi, les couleurs aussi. Bon, après l'histoire, je sais pas. Ensuite, une interview de Philippe Pelaez, encore par Frédéric Bosser, alors sur un album qui est consacré en fait à alors son nom, ça s'appelle Pinard de guerre, c'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup question de vin, c'est le vin qui était donné aux soldats pendant la Première Guerre mondiale pour leur donner du courage. C'est carrément l'armée qui fournissait le vin aux soldats. Et on s'intéresse à justement un de ces fournisseurs de vin. Alors Philippe Pelaez, c'est le scénariste, et c'est dessiné par Francis Porcel. C'est dessiné de façon assez classique, on va dire. Ça a l'air assez plaisant à lire, vu les quelques pages qui sont données en preview. Ensuite, on a une interview encore de Frédéric Bosser de France Duchazot. Alors sur une BD assez particulière qui s'appelle Debout les morts, qui sortira au mois de septembre. C'est particulier, c'est une histoire de morts qui se relèvent, qui se retransforment en vivants, enfin bon, c'est humoristique, mais faut aimer.
Donc voilà, alors ça c'est toute la première partie. Vous voyez, la majeure partie du magazine est consacrée donc à des interviews qui sont aussi en majorité menées par le rédacteur en chef, Frédéric Bosser. Hein. Bon, il y a quelques autres journalistes qui interviennent. Et puis là, on arrive au cahier critique. Alors, cahier critique, j'y viens. Donc il y a le tableau des étoiles, qui à mon sens ne sert pas à grand chose, parce que, à mon sens, un tableau des étoiles, c'est voir en un coup d'œil quels sont les BD qui valent le coup dans le mois en question. Le problème, c'est que toutes les BD sont bien notées partout. Donc, il n'y en a aucune qui se détache, donc ça n'a aucun intérêt, à mon sens, de faire un tableau comme ça. Alors, je sais que, les journalistes, peuvent peut-être hésiter à mal noter un album, même s'il n'aura pas plu, parce que, après, ça peut occasionner des relations tendues avec les éditeurs qui, quand même, leur travaillent avec eux. Mais du coup, ce tableau, il ne sert à rien, à mon sens. Il ne sert vraiment à rien. À côté, vous avez le top des ventes. Alors, on a le top des ventes. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'indice du volume. On attribue un indice 100 à la meilleure vente du mois. Et par exemple, si je regarde la place numéro 9, l'indice c'est 61, ça veut dire que quand le premier a vendu 100 albums, eh bien le 9e en a vendu 61. Donc ça donne une idée, même si on n'a pas les chiffres précis, ça donne une idée de la proportion des ventes des albums les uns par rapport aux autres. Bon, alors par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait aucun commentaire sur ce top des ventes, donc on se débrouille comme ça avec ce tableau, on en fait ce qu'on en veut. Mais il y aurait peut-être des commentaires à faire. Hein. Par exemple, là, il y avait un commentaire à faire, vu que, je sais pas, pratiquement 10 ventes sur 15 sont occupées par des éditions de Marvel, qui sont parues chez Panini, qui apparemment marchent très très bien. Alors, moi, l'explication elle est toute bête. Il suffit de regarder le prix des albums, 2,99 €. Quand on dit que la BD, c'est un loisir de riche, c'est vrai, mais on voit que quand on fait des efforts de prix, tout de suite ça marche. Voilà, donc donc le top des ventes. Ensuite, il y a le journal des sorties. Alors, journal des sorties, moi j'ai un gros problème avec ce journal des sorties, c'est qu'il est super incomplet. Il y a très très peu d'albums là qui sont indiqués. En fait, il n'y a que les albums qui sont chroniqués dans le journal. C'est dommage, ça ne sert pas à grand chose, parce que il y a la critique, donc on voit qu'ils sortent les albums. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre le journal des autres sorties, celles des albums qui ne sont pas chroniqués. Mais donc là, c'est pareil, là c'est 2 pages qui ne servent pas à grand chose à mon sens. Ensuite, on arrive aux chroniques proprement dites. Donc, alors il y a un système, j'ai pas très bien compris non plus ça aussi. Il y a un système iconographique qui indique si le journaliste a aimé ou pas l'album en question. Alors il y a 5 petites icônes, de l'album top avec les lauriers au l'album qui est pas bon, avec le petit livre La 4 étoiles d'araignée. Alors pourquoi ça sert pas à grand chose? Encore une fois, on a l'impression qu'elles sont attribuées un petit peu au petit bonheur à la chance, ces icônes, parce que quand on regarde, je sais pas, un album qui a des petits cœurs et un album qui a, je sais pas, qui a le brin d'herbe là dans la bouche, c'est censé être du bien ou du super. Quand vous regardez, quand vous lisez la chronique, vous voyez pas ce qui justifie une icône meilleure qu'une autre. C'est pas très clair. Donc, bouf. Alors moi, ce que je reproche aussi, c'est que à chaque fois, la petite chronique, le plus gros du texte est consacré à résumer un petit peu l'album, à donner son pitch, comme on dit, et pas beaucoup à parler de l'album lui-même. Ce qui est dommage, parce que c'est ce qu'on attend. Le pitch, on peut le résumer en 2-3 lignes, ça suffit, mais c'est pas la peine de passer tout l'article dessus. Donc, je suis un peu perplexe, on va dire. Alors après, on voit clairement que DBD donne la prime, en tout cas dans ce numéro, à la BD d'auteur et puis aux petites maisons d'édition, puisqu'il y a assez peu de BD grand public qui est chroniqué. Assez peu.
Même dans leur coup de cœur des prochains mois, là, comme BD grand public, à part Ténébreuse, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Hein. Le reste, c'est plutôt du roman graphique ou du roman purement d'auteur. C'est un peu dommage de se limiter comme ça. Alors, point positif, par contre, c'est qu'il chronique quand même, j'ai trouvé, pas mal de comics et de mangas, en tout cas plus que dans d'autres revues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, par exemple, il y a un manga. Hein, là, il y a un comics. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a un autre point positif. On va y arriver. Alors, je passe hein, les pages de chroniques critiques. Un point positif, une rubrique que je n'ai pas vue ailleurs, c'est la rubrique jeunesse. Donc là, il y a une interview hein, d'un album jeunesse. Et puis ensuite, vous avez les chroniques. Alors avec les mêmes petites icônes qui ne servent pas à grand chose, mais bon, là, il y a vraiment de l'album jeunesse qui est chroniqué. C'est assez rare pour être souligné. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Même si c'est pas moi les albums que je vais acheter, hein, c'est bien d'être tenu au courant. Voilà, puis on arrive à la fin de cette revue, donc avec une publicité donc de l'autre revue qui s'appelle Les Arts Dessinés, je vous en ai parlé. Voilà, donc pour DBD, en tout cas le numéro de juillet-août 2021. Alors on passe à la revue Casemate, alors là c'est le numéro 149 août-septembre 2021, qui vaut 7,95 €. Alors un petit mot sur Casemate avant de commencer l'unboxing. Casemate, c'est un magazine qui a été fondé par Frédéric Vidal et Jean-Pierre Fueri, qui a été fondé en 2007, donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait 14 ans. Et Frédéric Vidal et Jean-Pierre Fueri, ils étaient déjà connus avant, puisque c'est eux qui avaient fondé le célèbre magazine qui s'appelait Baudoeil, qui était un magazine un petit peu impertinent sur la BD, hein, qui a connu plus d'une centaine de numéros. Peu après l'apparition du numéro 100, hein, quelques mois après, Baudoeil s'est fait racheter, a changé de propriétaire. Et en fait, Frédéric Vidal et Jean-Pierre Fueri se sont fait virer comme des malpropres, parce que le nouveau propriétaire voyait d'un mauvais œil l'orientation qu'il voulait donner au magazine. Le nouveau propriétaire voulait donner une orientation plus BD d'auteur, ce avec quoi Vidal et Fueri n'étaient pas d'accord. Eux, ils voulaient faire un magazine grand public. Et donc, ils ont été virés. Donc, ils n'ont pas mis longtemps à refonder un magazine, hein, donc Casemate, qui clairement annonce la couleur. Lui, il veut faire de la BD, enfin, il veut chroniquer de la BD grand public. Donc, les choses sont claires. Pour information, Baudoeil, après, avec sa nouvelle formule BD auteur arty, s'est complètement cassé la figure et a mis la clé sur la porte même pas un an après, je crois. Hein. Il subsiste quand même, hein, pour info, un site web Baudoeil, mais je ne sais pas s'il a encore grand-chose à voir avec le magazine de l'époque. Donc, Casemate. Alors, Casemate, vous voyez, couverture sur une belle image western. Alors, Casemate, c'est à ce site particulier que souvent il propose des numéros spéciaux, plusieurs fois par an, hein, ça arrive que ce soit 4 ou 5 fois par an quand même, des suppléments spéciaux comme ça de 32 pages, où il y a quand même une grosse prépublication d'un album supposé best-seller qui va bientôt sortir. C'est vraiment des gros albums, hein, qui sont ainsi prépubliés, hein, ça attire bien l'œil. Donc, eh bien là, je vais ouvrir. Donc là, c'est une publicité pour les Humano. Donc on a l'éditorial, alors qui est signé Loulou Petra et Alizé, hein, ce sont les mascottes du journal, qui sont dessinées par Joël Mouclier, si je ne me trompe pas. Et puis on commence par une interview de Patrice Lecomte. Alors pourquoi Patrice Lecomte, hein, parce que y a une BD qui lui est consacrée, qui va sortir à la fin du mois de septembre. Une interview assez plaisante à lire, hein, j'ai bien aimé, et puis Patrice Lecomte, il a fait de la BD lui aussi, hein, d'ailleurs.
Donc ensuite, on a une interview encore des auteurs d'un... Je crois que c'est un diptyque, je crois qu'il y a 2 albums qui vont sortir sur Renault, l'homme derrière la marque aux losanges, hein, la marque de voiture. Ensuite, une interview de Mylène Saulois sur un album aussi qui va sortir consacré au rôle des femmes vis-à-vis de Daesh, de l'État islamique. Bon, il y a un sujet un peu dur. Les filles du Kurdistan, ça s'appelle. Ça va sortir chez Steinkiss, fin août. Ensuite, une rubrique qui s'appelle Journorama BD, alors qui est consacrée à la BD, mais dans des journaux qui d'habitude n'en parlent pas, principalement des quotidiens, enfin, qui n'en parlent pas, des journaux qui ne sont pas spécialisés, je veux dire. Donc ça peut être intéressant, hein, puisque ça permet de voir comment est perçue la BD dans le microcosme qui ne lui est pas consacré. Ensuite, une autre rubrique qui est assez récente, qui s'appelle l'écho des réseaux, qui parle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos de la BD. C'est assez sympa à lire aussi, ça nous fait un petit résumé de ce qui s'est dit sur les réseaux si on n'y est pas tous les jours, ce qui est mon cas. Ensuite, alors on arrive à la première rubrique case à case, qui est spécifique de Casemat, hein. C'est Casemat qui a inventé ça dès son premier numéro, et c'est ce qui a fait, je pense, sa particularité et son succès. Donc là, il s'agit d'un album Alice Guy, qui est dessiné par Cattel et scénarisé par José-Louis Bocquet. Et c'est quoi le case à case? Eh bien, en fait, c'est une prépublication de quelques planches. Alors, contrairement à DBD, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, toutes les planches qui prépublient, c'était en général les premières planches de l'album, toujours. Dans Casemat, c'est pas forcément le cas. Ça peut être les premières planches, mais ça peut être d'autres planches. Alors, c'est indiqué, là, par exemple, c'est la planche 88 et 89. Alors, c'est quoi le case à case? Eh bien, vous avez la planche, et à côté, vous avez les commentaires sur les planches en question des auteurs. Alors, souvent des dessinateurs, d'ailleurs. C'est très intéressant la plupart du temps, parce que il part souvent technique, et on apprend plein de choses sur la création de chacune de ces planches. Chaque fois, je lis ces commentaires très attentivement, c'est toujours très intéressant. Donc une autre rubrique case à case, hein, il y en a plusieurs hein, dans chaque numéro de Casemat. Donc là, c'est l'Agence des Invisibles, par SP, Marc Lévy et Sylvain Runberg. Vous voyez, même principe, vous avez les planches, et à côté, les commentaires. Alors ça nous donne quand même une très très bonne idée de ce que va être la BD dans l'album final. Alors ensuite, une interview correspondant à l'album Tananarive, que va sortir Sylvain Vallée et Marc Ea... Oh là, je sais pas comment ça se prononce ça. Ea Cersali, qui a l'air très très prometteur, cette BD. Très très prometteuse plutôt. Toujours les commentaires. Et puis on arrive au supplément spécial de 32 pages, alors qui est lui consacré à un gros album qui va sortir chez Grand Angle, hein, la division de Bambou. Un gros album western, alors qui est un peu particulier parce qu'il va s'agir d'une grande histoire, mais qui est dessiné par 16 dessinateurs différents, qui vont dessiner chacun un chapitre de l'histoire en question. Et les dessinateurs en question, c'est quand même sacrément des pointures, vous allez vous en rendre compte. À mon avis, c'est une BD qui est promise au succès, hein, avant même que soit sortie. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils disent dans l'interview hein, que le tirage a été prévu en conséquence. Donc, c'est Tibur Sauger qui chapeaute tout ça. Hein. C'est lui qui a fait le scénario, et puis c'est lui qui s'est chargé de coordonner le travail de tous les dessinateurs.
Donc les dessinateurs, je vais y revenir, hein, je vais vous les énoncer, hein, mais les énumérer. Donc on commence alors avec eh bien, le chapitre dessiné par Ralph Meyer, hein, dessinateur d'Undertaker, hein, toujours avec les commentaires, hein, qui là sont en bas des planches. Ensuite, vous avez le chapitre dessiné par Félix Menet, toujours commenté. Alors, les chapitres sont publiés en intégralité. Hein. Alors, il n'y a pas l'album en intégralité, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de chapitres différents, mais ça donne une bonne idée de l'ambiance générale. Donc là, c'est une interview de Hervé Richez, hein, l'éditeur chez Grand Angle, hein, qui a chapeauté le projet. Là, c'est le chapitre dessiné par Christian Rossi. C'est toujours aussi beau, moi je trouve, les pages dessinées par Christian Rossi. Alors voilà, là, ils ont fait un gros résumé de tout ce qu'il va y avoir dans l'album. Donc, vous allez avoir du Paul Gastine. Alors, Paul Gastine, le dessinateur virtuose auquel on doit l'album jusqu'au dernier, qui est un must-have pour ceux qui aiment le western. Hein. Ça, je vous le conseille, mais très 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 vivement. C'est absolument génial comme BD, jusqu'au dernier. Ensuite, vous aurez Patrick Pruni, vous aurez du Olivier Taduc, du Benjamin Blasco-Martinez, du Ralph Meyer, du Félix Menet, du Dominique Bertaille, du Hugues Labiano, du Ronan Toulbot, du Michel Rouge, du Christian Rossi, du Michel Blanc-Dumont, du Steve Cluser, du Eric Erengel et du François Bouc. Alors là, que demander de plus, hein, c'est vraiment que du bon, que du bon, que du bon. Moi, j'ai hâte que cet album sorte, hein, je ne vous cache pas que je l'achèterai dès sa sortie. Et donc là, on arrive au cahier critique de Casemate. Alors, il est un petit peu différent de celui de DBD. Alors déjà, vous remarquez qu'il n'y a pas de pictogramme de notes. Mais c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Pourquoi ? Parce que chaque chronique est divisée en différents paragraphes. En général, l'introduction correspond souvent au pitch de l'album. Ensuite, vous avez un paragraphe qui est consacré à commenter le scénario de l'album. Ensuite, un paragraphe consacré au dessin. Ensuite, des arguments pour, qu'est-ce qui fait que l'album vaut le coup d'être acheté. Des arguments contre, qu'est-ce qui peut être gênant dans l'album. Et une conclusion. Je trouve que ce genre d'articulation, de structure, déjà est assez original. Hein. Moi, j'avais pas vu ça avant, j'avais pas vu ça ailleurs avant. Je vais y arriver. Et là, on sait à peu près à quoi s'en tenir à la fin. Contrairement, je vous l'ai dit, aux chroniques dans des BD. Alors, petit bémol, là, en dessous, on a soi-disant des chroniques d'autres albums, mais là, c'est beaucoup trop réduit. Hein. C'est bien trop insuffisant pour se faire une idée de ce que vaut l'album. Bon, ça nous donne éventuellement l'information que l'album va sortir, mais c'est tout. Donc, pour ça, les critiques qui sont données, je trouve, sont assez parlantes. Alors après, on est d'accord avec elle ou pas, ça c'est une autre histoire, mais bon, il y a le prochain Undertaker qui est chroniqué. Celui-là aussi, je l'attends de pied ferme. Alors, l'abonnement de Casemate, alors c'est quand même beaucoup plus intéressant que l'abonnement de DBD, parce que là, vous êtes sûr et certain d'avoir un album qui est offert avec votre abonnement. Alors, l'abonnement, je le sais, pour être abonné depuis plusieurs années, coûte 59 € seulement, ce qui fait quand même une assez bonne réduction par rapport à la valeur faciale du magazine, qui vaut 7,95 €. À la louche, comme ça, il y en a au moins pour 80 € si vous l'achetez toujours en kiosque. Et en plus, vous aurez un album. Et en général, vous avez le choix entre deux albums. Alors ici, par exemple, vous avez le choix entre le fameux album Go West qui va sortir et le 6e album du Château des Étoiles. Deux très bons albums, a priori, hein, que je vais acheter tous les deux. Mais bon, c'est mon avis personnel. Alors, petit
Petit inconvénient, ces albums, en général, vous les recevez assez tard. Hein. Faut pas vous attendre à les avoir avec votre premier numéro de Casmode quand vous vous abonnez. En général, vous les recevez 2, voire 3 mois après qu'ils soient sortis dans le commerce. Donc, faut pas être trop pressé. Mais on les reçoit toujours, hein, je vous rassure. Autre avantage d'être abonné, il y a ce qui s'appelle l'espace club Casmat, qui vous permet éventuellement de recevoir gratuitement d'autres albums. Mais alors là, vous n'êtes pas assuré de les recevoir, il suffit de leur envoyer un petit mail en demandant poliment de recevoir l'album, et dans la limite des stocks disponibles, comme on dit, eh bien vous le recevrez ou pas. Alors, d'expérience, hein, moi, ça a déjà marché plusieurs fois, hein, je crois que j'ai reçu comme ça 2 ou 3 albums gracieusement, et c'est toujours très sympa. Donc là, je suis toujours dans le cahier critique, hein, alors il critique quand même beaucoup d'albums chaque mois, Casmat. Donc ça, c'est les anciens numéros. Alors là, vous avez une double page qui est consacrée aux expositions et aux festivals correspondant à la période en cours. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que vu la période actuelle où le Covid fait des ravages, il y a encore pas mal d'expositions et de festivals qui sont prévus, même si parfois c'est en distanciel. Alors, et là, c'est l'agenda des sorties. Alors là, par contre, franchement, il est relativement complet. Alors vous voyez que là, par exemple, il y a 316 albums qui vont paraître en septembre. Alors, bon, le petit reproche, c'est que Casmat essaye toujours de caser ça sur seulement 2 pages, et du coup, il faut avoir les yeux bien aiguisés pour réussir à lire les minuscules caractères, mais bon, au moins, vous avez tout ce qui sort au même endroit, ça, c'est quand même pas mal du tout. Alors, il n'y a pas tout, il manque toujours quelques petites choses, hein, puisqu'il y a des éditeurs confidentiels qui ne sont pas référencés. Mais globalement, c'est un bon indicateur de tout ce qui va sortir dans le mois à venir. Ça, j'avoue que je consulte toujours cette rubrique à chaque nouveau numéro. Et puis on reprend, nouvelle série de Case à Case. Alors là, c'est le même album que tout à l'heure dans DBD, hein, sur le vin fourni aux poilus pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est pas le même extrait, vous voyez, là on est aux pages 19 et 20, alors que dans DBD c'était les premières pages. Encore du Case à Case, sur un album qui s'appelle Le Zizi de l'Ange, sur les arts du cirque. Encore du Case à Case, eh bien, sur le même album encore que dans DBD, sur Ténébreuse, de Vincent Mallier et Hubert. Alors pareil, ce ne sont pas les mêmes pages qui sont offertes en extrait, mais là vous avez les commentaires en plus. Alors on arrive à la rubrique Carnet. Alors comme son nom l'indique, c'est toujours la chronique ou l'illustré d'une interview d'un carnet de dessin d'un auteur en particulier. Donc là, il s'agit d'un carnet consacré à Degas, le peintre, hein, par Effa et Salva Rubio, qui apparaîtra au Lombard en septembre. Donc ce sont en gros des beaux livres dessinés dans cette rubrique. Ça peut être des carnets de voyage aussi, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, vous avez la rubrique Palette, alors qui est assez particulière à Casmat aussi, qui existe, je crois, depuis le premier numéro, où on interviewe un auteur de BD et on lui demande quelles sont ses influences graphiques, et il est censé citer à chaque fois un tableau en particulier. Alors ici, le tableau cité, c'est un tableau de Bruegel l'Ancien, et il explique pourquoi. Donc c'est assez intéressant à lire en général. Et puis on arrive à la rubrique du courrier des lecteurs, alors que je lis toujours le courrier des lecteurs. Alors moi j'ai un reproche quand même à faire à cette rubrique, c'est que parfois il y a des réponses, mais pas assez souvent. Je crois que ils pourraient faire l'effort à la rédaction de répondre plus systématiquement aux lettres des lecteurs, parce que souvent il y a des questions dans la lettre qu'on lit, on attend la réponse, il n'y a aucune réponse, c'est assez bizarre. Alors, par contre, un bon point, c'est que parfois,
il y a une réponse, et en plus, c'est la réponse de l'auteur de BD qui est concerné, la réponse personnelle. Donc ça, c'est bien. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro. Donc c'était Casemat. Vous avez compris que c'est un magazine que j'aime beaucoup, même s'il a quelques petites faiblesses par-ci par-là, mais globalement, à mon sens, c'est le meilleur magazine de BD, en tout cas pour la BD grand public sur le marché. Alors, on passe au cahier de la BD. Alors ici, c'est le numéro 15, hein, qui est disponible en kiosque de juillet à septembre 2021. Donc ça coûte 12,90 €, ce qui n'est pas donné quand même, hein, mais bon, on va voir qu'on en a quand même pour son argent. C'est assez épais, hein, vous voyez. Alors, avant de commencer, les cahiers de BD, il y a des choses à raconter sur cette revue, hein, qui paraît jeune, je vous disais, mais en fait non. En fait non, les cahiers de BD, c'est une revue qui est née en 1972, donc c'est loin d'être jeune. Et c'est une revue qui, au départ, était consacrée entièrement à un auteur. Alors par exemple, moi dans mes archives, je dois avoir un exemplaire qui est entièrement consacré à Rosinski, qui était un de mes auteurs fétiches à l'époque. Mais ça a été pendant très longtemps la formule gagnante de cette revue, de consacrer son contenu entièrement à un auteur, enfin pratiquement entièrement. Et puis, vers la fin des années 80, début 90, je crois, ils ont changé de formule pour devenir un magazine un peu plus classique, mais consacré quand même très nettement à la BD d'auteur. Alors ça a duré un temps, mais ça a fini par mettre la clé sous la porte, hein, et ça s'est arrêté. Et puis, il y a quelques années, je suis de mémoire depuis 3 ou 4 ans, eh bien, il y a un financement participatif qui est apparu sur la toile, qui demandait aux souscripteurs, est-ce que vous seriez prêts à vous investir si on sortait une nouvelle version des cahiers de la BD? Et ce financement participatif a été couronné de succès. Du coup, quelques temps après, eh bien, il y a cette nouvelle version qui est sortie, et qui est sortie en kiosque. Alors, on la trouve en kiosque, mais bon, pas dans tous les kiosques, hein, il faut quand même chercher un peu. Et on la trouve aussi dans les librairies, alors de préférence les librairies BD, mais même des librairies généralistes parfois la proposent. C'est le cas dans ma librairie, moi où je vais, hein, c'est une librairie généraliste, et ils proposent les cahiers de la BD à la vente. Alors, qui est derrière les cahiers de la BD? Eh bien, quelqu'un qui est bien connu dans le monde de la BD, puisqu'il s'agit de Vincent Bernière, alors qui a déjà derrière lui pas mal de choses, hein. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine de la création de la revue Bang, la défunte revue Bang, hein, qui n'aura pas duré très très longtemps, mais bon, qui pouvait être intéressante par certains côtés. C'est lui aussi qui dirige les hors-séries BD, les hors-séries consacrées à la BD de la revue Beaux-Arts Magazine. Il y en a quand même eu un certain nombre. C'est lui aussi qui travaille chez Delcourt et qui est derrière les collections Erotix, comme son nom l'indique, hein, qui est consacrée à la réédition d'œuvres majeures de la BD érotique. Et puis c'est lui aussi qui est toujours chez Delcourt, qui est derrière la collection Outsider, qui elle est consacrée à la BD d'auteur américaine. Par exemple, c'est dans cette collection que sont sortis les albums de Chris Ware. Il y a aussi les BD de Adrian Tomine qui sont sortis dans cette collection. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis pour finir, il a créé rien de moins que sa propre maison d'édition qui s'appelle Revival, ou Revival, qui, elle, est consacrée à la réédition de chefs-d'œuvre de la BD qui sont devenus indisponibles ou qui n'ont jamais été traduits. Par exemple, l'année dernière, ils ont sorti du Wallace Wood, ils ont sorti du Alberto Brescia, ils ont sorti pas mal de choses intéressantes. Et puis ils sortent aussi des nouveaux auteurs, hein, qu'ils veulent un petit peu soutenir, des auteurs complètement inconnus pour l'instant et qu'ils espèrent devenir célèbres par la suite. Donc voilà, Vincent Bernière, qui est quand même, qui baigne dans le milieu de la BD et qui sait de quoi il parle. Donc ce numéro, vous voyez, une consacrée au Capitaine Haddock. Donc
une volontairement accrocheuse, hein, mais bon, je vous rappelle, c'est quand même une revue qui est consacrée principalement à la BD d'auteur. Alors on va voir. Donc on commence par un éditorial, donc de Vincent Bernière, le sommaire, et puis on arrive dans le cahier chronique. Alors ils disent pas cahier critique, mais cahier chronique, puisqu'ils ont cherché une façon différente d'aborder les BD. Alors par exemple, là, il parle de la collection Pattes de Mouche à l'occasion de la sortie d'un nouvel album de Lewis Trondheim. Il parle d'une autrice de BD, Là, c'est Franquin chez le photographe, donc c'est François Hérol hein, qui parle de ça, donc c'est un auteur de BD qui parle d'un autre auteur de BD. Là, on fait le parallèle à l'occasion d'un album qui va sortir chez Glénat, parallèle entre la BD et le rock. Ici, là, j'aime bien là, cette rubrique qui s'appelle La bataille des bulles, qui met en parallèle deux albums pour voir les différences. Hein, deux albums qui a priori ont des points communs, mais quand on met le doigt sur les différences qui les démarquent. Là, la rubrique zygomatique, comme son indique, c'est le moment de la BD humoristique. Alors là, il y a un petit flyer pour s'abonner. Je vous cache pas que, bon, s'abonner, je sais pas, hein, parce que ça dépend quand même franchement du sommaire à chaque fois. Ça peut être quand même assez rédhibitoire si le plus gros de la pagination est consacré à un auteur que vous n'aimez pas. Donc moi, je m'abonne pas à cette revue, hein. Je regarde à chaque fois chaque nouveau numéro qui sort, si ça m'intéresse ou pas, et puis j'achète au coup de cœur. Ici, les cases mémorables, donc ça revient sur des BD anciennes, hein. Donc ici, un Adèle Blanc-Sec et une BD de Charles Burns. Diamant Brut, ça revient sur des albums incontournables. Alors ici, un album des frères Varenne, Ardeur. Ici, donc, où sont les femmes, hein, c'est, comme son nom l'indique, les femmes auteurs de BD. Alors on parle en particulier d'une auteure, Tove Jansson. Je ne savais pas que c'était une femme, mais bon, je ne savais pas que Tove c'était un prénom féminin. Là, un beau dessin, une dédicace. Hein. Là, c'est une rubrique qui chronique les dédicaces. Donc là, une dédicace de Jacques Loeb. Donc ça, c'est la maison d'édition de Vincent Bernière, Revival. Alors, Sherlock Time, je l'ai cet album. Il est très bon, hein. C'était de l'inédit en France. Hein. En français, ça n'avait jamais été traduit, Sherlock Time. La BD de Alberto Brescia et Hector Oesterheld. Bon, et là, on arrive au plus gros de la pagination pour ce numéro, qui est consacré au dessinateur Winchluss, qui est un auteur dont je n'ai pas beaucoup d'albums, mais qui est quand même très particulier et qui a un style graphique assez impressionnant, je trouve. Donc là, il y a pas mal d'illustrations, donc bien sûr, il y a une interview, c'est le minimum. Vous voyez, bien illustré. Donc avec l'album J'ai tué le soleil, qui est paru chez Gallimard. Donc une interview, pas de Winchluss, mais sur Winchluss. C'est sympa tout ça. Une BD de Winchluss, il faut une histoire complète. Voilà. Donc on arrive après, alors ils appellent ça le cahier esthétique, donc qui est consacré à, il y a le sommaire ici, hein, principalement à Louis-Ferdinand Céline et la BD, mais il n'y a pas que ça. On va parler de Tardy aussi. Voilà. Donc là, il y a du Scott McCloud, pour ceux qui connaissent. C'est pas mal, hein, Scott McCloud, j'aime bien. De larges extraits.
Donc Céline et la BD, hein, c'était annoncé. Bon, ça m'a moyennement intéressé. Le Catardi. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de planches de BD hein, dans cette revue, même si c'est pas le but a priori. Et donc, on arrive à ce qui fait la couverture, hein, c'est-à-dire le Capitaine Haddock, donc le cahier héroïque. Pourquoi on aime le Capitaine Haddock, 10 scènes cultes, etc. Donc avec un entretien avec Philippe Gaudin, qui est quand même la sommité en ce qui concerne l'œuvre d'Hergé. Hein. Il a écrit une encyclopédie monstrueuse sur Hergé, Philippe Gaudin. Donc il sait vraiment de quoi il parle. Alors ça, cette rubrique, j'ai bien aimé, hein, les 10 scènes cultes du Capitaine Haddock. Alors vous avez la scène en question et puis le commentaire en dessous. C'est assez plaisant à lire, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Bon après, là c'est sur les humeurs du Capitaine Haddock. C'est assez rigolo. Ensuite, bien, il y a toute une rubrique sur la BD étrangère. Donc là, c'est sur la BD africaine. Alors, autant vous dire que là, c'est que des BD que je ne connais pas. Mais bon, je ne demande qu'à découvrir. Hein, c'est l'intérêt de ce genre d'article. Donc là, avec un large extrait. Toujours la BD africaine. Alors là, c'est une partie... Là, j'adore ce dessin. Milton Caniff, un génie. C'est une partie, donc, sur une exposition. Enfin, sur les expositions. Du Peyo, ça c'est du tout bon. Planche originale. De Benoît Brisefer. C'est Benoît Brisefer, ça. Je me trompe pas. Ouais. C'est bien Benoît Brisefer. Là, vous avez du Robert Crumb. Donc des planches originales, hein, toujours qui sont... Là, c'est du Jean-Claude Forest, Barbarella. Du Fmur. Et le cahier critique. Alors, le cahier critique qui a la portion congrue, hein, mais bon, c'est critique de BD clairement d'auteur, hein, et de petites maisons d'édition. Il y a du Casterman quand même, mais bon, ça reste sur de la BD d'auteur. Donc là, les critiques, enfin les chroniques, prennent le temps de développer leur point de vue. Et puis vous voyez, vous avez un petit résumé en bas, qui est pas mal. Moi je trouve que c'est très bien, toutes les critiques devaient être comme ça. C'était déjà un peu le cas dans Casemate. Ils mettent en exergue ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont moins aimé dans la BD. Ah bah il parle de Sherlock Time, là justement, dont je parlais tout à l'heure. Donc Sherlock Time, ils ont adoré. Bah moi aussi. Et voilà, et là c'est donc toute l'équipe rédactionnelle qui est résumée. Donc vous avez quand même 180 pages, hein, c'est cher, hein, 12,90 €, mais bon, vous avez de quoi lire hein, quand même. Et puis les articles sont relativement denses. Donc globalement, c'est pas mal hein, comme revue, je vous la conseille. Feuilletez-la avant pour savoir si les gros articles sont consacrés à des auteurs que vous aimez ou que vous voulez découvrir. Sinon, attendez le numéro suivant.
parce que je pense qu'elle est bien lancée maintenant, la revue, hein, elle doit avoir trouvé son public, globalement. Donc voilà, pour les cahiers de la BD. Donc voilà pour le unboxing de ces 3 revues. Alors j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie d'en découvrir certaines si vous ne les connaissiez pas. Alors je pense que dans la prochaine vidéo, je parlerai toujours de la presse BD, mais cette fois-ci de magazines dont la vocation est de publier véritablement de la BD, soit des histoires complètes, soit des prépublications. Donc on verra ça la prochaine fois. Allez, bah c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, à plus!